témoins parfois du fait qu'on tire sur les manifestants. Des enfants sont morts. Et cette justice qui n'a pas été capable de faire la lumière sur ces questions, mais cette justice qui est apte à poursuivre les citoyens, ceux parfois qui ont fait des poèmes, qui sont en prison, cette justice qui est prête à arrêter les manifestants, à les traduire devant les tribunaux, et ils font mal sur leur problème, leur travail. Il faut reconnaître en définitive que ces institutions sont devenues des instruments de dictature, des instruments de maltraitance de la population. Je sais qu'ils m'écoutent. Et on ne peut pas dans un pays permettre des tortures, permettre qu'on puisse, lors des manifestations, tirer sur les gens. L'histoire du pays a montré même que lors des manifestations, en temps, les miliciens étaient sortis, ont blessé des gens. Il n'y a jamais eu de suite sur le plan judiciaire. Quelle est cette justice? On va vous poser la question. On rappelle que vous êtes enseignant de droit à l'université de Lomé. La question après votre intervention, c'est de savoir quel droit vous enseignez à l'université. Je suis professeur de droit privé. Quand on dit droit privé, ça passe du droit des contrats, le droit de la famille, le droit des sûretés, le droit du travail et le droit pénal. Toutes ces matières, je ne suis plus un jeune en réalité. J'ai enseigné toutes ces matières durant ma carrière. Oui. Donc toutes ces matières font partie donc de... Ma question, oui, je sais. Oui, oui, c'est de savoir comment est-ce que les gens appréhendent ce qui est dit à l'université, ce qu'ils comprennent, ce que vous enseignez. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que je leur dis souvent, parmi vous, je sais qu'il y aura demain des avocats, il y aura des magistrats, mais ne soyez pas des étudiants agneaux pour devenir des magistrats loups, en réalité. C'est comme ça, c'est ce que je leur dis. Ne soyez pas des étudiants agneaux pour devenir des magistrats loups. Le jour où vous voudrez mettre quelqu'un en prison de façon indue, pensez au professeur Oulou, rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Chacun d'entre nous n'a qu'une seule vie. Lorsque vous prenez indûment 2 ans de la vie de quelqu'un en le maintenant en prison, vous avez péché. Vous jugez au nom du peuple togolais. Et cela ne vous permet pas de faire de pareilles choses. Des gens sont en prison avec des dossiers vides. Les magistrats en sont conscients. Mais parce qu'il y a une influence politique, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Prenez vos décisions, que vous soyez révoqué, vous avez fait votre devoir. Vous avez fait votre devoir. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Et il faut que chacun puisse se placer à la place de l'autre. Le magistrat qui a devant lui une personne poursuivie doit se poser cette question. Si j'étais à la place de ce prévenu et que ce prévenu était le magistrat, qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'il me fasse? Dès lors que vous vous posez cette question, vous avez les réponses à votre attitude. Et il faut le reconnaître, nous ne pouvons pas être dans un pays où la justice met en prison des gens pour un oui ou pour un non et qu'il y a des questions de maltraitance, de torture, sans qu'ils soient en mesure de faire des enquêtes dignes de ce nom. Sur la question de la justice, on en parle très souvent. Des moyens ont été mis, on a parlé de modernisation. Mais force est de constater qu'au niveau des résultats, et après ce qu'on vient d'écouter, c'est un peu comme si beaucoup de choses n'ont pas évolué. Vous savez, on peut mettre tous les moyens à leur disposition. Mais dès lors qu'il n'y a pas de transformation des mentalités, dès lors qu'ils ne décident pas eux-mêmes de prendre leur autonomie, dès lors qu'ils attendent des faveurs du pouvoir politique, ce sont eux qui vont se lier en réalité. Ce sont eux qui vont se lier. Regardez une situation également que j'ai déjà eu à dénoncer ici. Les avocats le savent, les magistrats le savent. Les magistrats du siège, la plupart du temps, les juges d'instruction, suivent la position du parquet, que nous appelons la magistrature debout, des procureurs de la République. Or, le procureur de la République reçoit des instructions du ministère de la Justice. Or, le ministre de la Justice est en relation directe avec le chef de l'État. Et si les juges du siège doivent suivre les instructions, bien la position du parquet, cela voudrait dire qu'on n'a plus de justice. Or, ils le savent, dans la plupart du temps plutôt, c'est ce qui se passe. Nous le disons pour que les choses puissent changer dans notre pays, et dans de bonnes conditions. Et vous me permettez d'être un peu bavard. Je disais, il y a 8 ans, lors d'un appel aux forces armées togolaises, en leur disant de faire attention. Ils sont civils, ils reviendront civils. Leurs frères, leurs pères, tout cela sont des civils. Et je disais précisément que notre lutte, c'est en faveur de tout le monde, y compris aux enfants de Fort Gnassingbé. Parce que Pacha Gnassingbé,
est le fils de Feu Eyadéman, qui était président de la République. Aujourd'hui, il est en prison à la suite d'un procès que je ne peux pas qualifier d'équitable. Cela voudrait dire que l'enfant de Faure demain peut se retrouver en prison à la suite d'un procès également bâclé. Si les choses ne changent pas, la roue de l'histoire tourne. C'est justement pour cette raison que tous, ensemble, nous devons construire un pays dans lequel il y aura des garanties pour tout le monde. Nous ne luttons contre personne, mais nous luttons pour un mieux-être collectif. Que les gens comprennent ça comme ça. Et c'est pour cela qu'on est en colère. Quand les militaires, les gendarmes se mettent à torturer ceux qui ont manifesté de façon légale. Nous parlerons de manifestation du 6 juin dans un instant, mais attendons-nous une nouvelle fois encore sur le message des évêques. Dans un précédent message, il faisait le constat d'une société au sein de laquelle le mensonge est brandi comme la vérité, je caricature. Et puis, la question, c'est de savoir si les politiques seraient-ils des menteurs, puisqu'en réalité, nos pays sont dirigés par des lois qui sont elles-mêmes issues des arcanes des acteurs politiques. Est-ce que des acteurs politiques sont devenus des menteurs, notamment Togo? Vous voyez, cette conception de la politique, celui qui fait bien la politique, c'est celui qui sait tromper les autres. La politique n'est pas amorale. La politique n'est pas non plus immorale. Ce sont de réelles valeurs. Quand vous voulez travailler pour l'intérêt commun, l'intérêt collectif, on ne peut que travailler sur la base des valeurs. C'est parce que les choses ont été mal comprises. Regardez, il y a très longtemps, ce que je dis peut-être plus d'une dizaine d'années ou quinzaine d'années, quand une personne est venue me demander un service à l'université, je lui ai dit, ma foi religieuse ne me permet pas de vous rendre ce service. Il m'a dit d'accord. Et après, il me pose cette question, comment conciliez-vous alors votre foi religieuse avec la politique? C'est qu'il pense que quelqu'un qui vraiment croit ne peut pas faire un certain nombre de choses, ne peut pas faire notamment la politique. Et je lui ai posé la question, grand frère, vous pensez que ceux qui dirigent ce pays, s'ils avaient la crainte de Dieu, on serait là où nous sommes? Et il dit, tu as raison, tu as raison, tu as raison petit frère. Il n'était pas chrétien, c'est un musulman. Je lui ai dit, pensez-vous que ceux qui dirigent ce pays, s'ils avaient la crainte de Dieu, on serait là où nous sommes? Je ne dis pas s'ils étaient chrétiens. Simplement avoir la crainte de Dieu. Est-ce que nous serions là où nous sommes? Il m'a dit, petit frère, tu as raison. Et on a clos le débat. Vous voyez, donc la politique, ce n'est pas le mensonge. C'est la recherche, si vous voulez, d'un bien-être collectif. Mais malheureusement, les choses ont été véritablement dénaturées. Quand on fait la politique, il faut mentir. Quand on fait la politique, il faut chercher à gagner. Si c'est ça la politique, ça ne vaut pas la peine. Et on le sait, quand on prend les journalistes, par exemple, on leur parle d'éthique, mais chez vous, acteurs politiques, est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce qu'il y a une déontologie, par exemple, chez vous? Vous voyez, il y a, par rapport à mes interventions passées, anciennes, etc., ce n'est pas pour rien, quand vous prenez notre parti politique, construit sur les valeurs. L'un de nos slogans, ça construit sur des valeurs. J'ai l'habitude de dire qu'un homme politique qui n'a pas de valeur pour référence, c'est en réalité un navigateur sans boussole. Vous allez vous perdre. Il ne peut pas y avoir de cohérence dans votre comportement, dans votre logique. Quand vous pensez que vous faites la politique pour réaliser le bien-être d'un plus grand nombre et vous en êtes convaincu, vous ne pouvez pas voir des détournements et vous taire. En ce moment, vous devenez vous-même incohérent en réalité. Donc la recherche du bien-être commun conduit à dire le bien public doit être respecté. Et ce qui condamne les détournements. La valeur humaine est sacrée. Et s'il faut que je reste au pouvoir, s'il faut marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir, dans ces conditions, c'est que véritablement on n'a plus de repères, on n'a plus de références. C'est réaliser le bien-être d'un plus grand nombre. Mais dès lors que ma position est telle que je ne peux plus le réaliser, il vaut mieux que je m'en aille. Donc la politique a des repères. Et ce n'est pas la politique en soi qui est mauvaise, ce sont les hommes peut-être qui le font, qui sont mauvais. Vous êtes un acteur politique, ça fait des dizaines d'années, sans doute que vous avez assisté, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition, à des scènes de roubladise. Certains pensent que les meilleurs politiques, ce sont ceux qui savent mélanger les autres dans la farine et ceux qui savent mieux dribbler, comme des footballeurs. Et quel conseil vous pouvez éventuellement leur donner, puisque vous-même, vous faites partie de ces acteurs-là? Vous savez, dans le domaine
j'ai l'habitude de dire que je peux jurer de ne pas faire ceci aux autres. Mais je ne peux jamais jurer qu'ils ne pourront pas me le faire. Je suis dans le domaine en connaissance de cause. Je ne veux pas étaler ici les coups que j'ai souvent reçus. Simplement, je veux dire que plaise à Dieu que je n'en donne pas dans de mauvaises conditions comme ça. Oui. Et chacun répondra peut-être de ce qu'il fait un jour ou l'autre. Mais je ne crois pas sincèrement que bien faire la politique, c'est tromper les autres, c'est trahir les autres et marcher sur les autres pour monter, gravir. Si je dois vraiment piétiner les autres pour monter, je préfère ne pas monter, que la volonté de Dieu soit faite. Bien, merci. Je rappelle que le professeur Komi Olu, il est enseignant des universités et puis secrétaire général du PSS. C'est à ce titre que vous avez écrit une lettre ouverte au président du conseil, Faure Gnassingbé. Pourquoi lui? C'est le premier responsable du pays. Et toutes les crises que nous connaissons, si le chef de l'État décide d'y mettre fin, il va y mettre fin. Et quand vous voyez ce qui se passe, le président de la République est entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est le jour et la nuit. Et ce que je suis en train de dire, si vous allez sur je crois, Internet, je crois avoir trouvé cette phrase il y a quelques jours. Depuis 2018, j'ai dit, et les journalistes l'ont intitulé comme tel, entre ce que dit le chef de l'État et ce qu'il fait, c'est l'abîme. C'est cela, comme ça cela avait été. Quand vous voyez le chef de l'État lui-même qui dit il faut limiter les mandats à 3 maximum. Il en a fait 4. Il modifie la Constitution pour y rester. Que voulez-vous que je lui dise? À qui pourrais-je m'adresser? Quand vous voyez le chef de l'État qui dit il n'y a qu'une minorité qui s'accapare des richesses, il a raison. Il a fait le bon diagnostic. Mais qu'est-ce qu'il fait pour y mettre fin? Et c'est lui seul qui peut y mettre fin. Les journalistes, vous êtes témoins de ces situations où on dit telle personne a détourné, telle personne a fait ceci, et dans la construction des routes, on a parlé des milliards qui ont été détournés. Ces personnes sont en liberté. Et il y a parfois des rumeurs qui disent que l'audit a été fait. Dans tel secteur, par exemple, les résultats sont disponibles, mais le chef de l'État ne fait rien contre ces personnes. Je reprends donc cette déclaration. Vous êtes témoin, ça fait plusieurs années, on accuse le chef de l'État d'exploiter de l'or, d'exploiter un certain nombre de choses qu'on ne voit pas dans le budget de l'État. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais qui puisse nous éclairer sur ces éléments pour dire, écoutez, je demande même une enquête internationale. Mais à supposer que ce soit vrai. Mais si c'est vrai, c'est une trahison, une grave trahison. Et personne ne doit le soutenir dans ce sens. S'il était mon père, je lui dirais, papa, c'est mauvais ce que vous faites. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette lettre ouverte que vous lui adressez? Vous savez, j'aurais souhaité qu'il puisse écouter et revenir à de meilleurs sentiments. Mais vous m'excusez, je ne sais pas s'il en est encore capable. Parce que quand vous voyez toutes mes interventions depuis, je vais dire des décennies, c'était mon objectif, qu'il puisse écouter et peut-être faire autrement les choses. Mais on a l'impression qu'il n'écoute pas. Vous pouvez tout dire, il fait ce qu'il veut. C'est ma conclusion. Mais il faut continuer de parler. Et s'il comprend maintenant que ça ne va pas, ce que j'ai fait c'est mauvais, alors qu'il choisisse le bien. Et je le dis, je le répète, contre lui personnellement en tant qu'être humain, je n'ai absolument rien. Mais sa façon de nous diriger ensemble, eh bien, il nous conduit à la catastrophe et on ne peut pas le laisser continuer. Quand on écoute ce que vous avez écrit, on a l'impression que c'est une sorte de bilan. Votre bilan à vous de la gouvernance actuelle, curieusement, votre document n'a pointé que des points négatifs. Et ça dit que tout est noir sur les 20 dernières années. Mais, regardez, il peut avoir construit des routes. Des routes ont été construites. Des institutions, ou bien j'ai dit qu'il a construit un hôpital. D'accord. Mais vous voyez, pour qu'on fasse un bon bilan, véritablement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'état d'endettement du pays? Parce que c'est ça l'efficience. Combien avez-vous investi dans l'opération? Et qu'est-ce que vous avez gagné? Quel est l'état d'endettement du pays? 2,
quel est l'état d'enrichissement de son entourage. Ce sont des éléments sur lesquels il faut faire la lumière un jour. L'état d'enrichissement de son entourage. Toi, les réalisations qu'il a eu à faire, il faut mettre tout cela sur une balance afin véritablement de nous prononcer sur un certain nombre de choses. Mais de toute évidence, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas besoin de faire d'enquête. Il a fait 4 mandats, il continue encore. On n'a pas besoin de faire d'enquête sur cette question. On dit qu'il exploite les biens de l'État pour son propre compte. Et bien évidemment, cela a été dit. Mais nous voulons connaître la vérité. Il est le seul à pouvoir autoriser cette vérité, permettre que lumière soit faite sur cette question. Il a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens. Vous êtes témoin du fait qu'on accuse régulièrement son entourage d'avoir fait ceci ou cela. On ne dit pas que ces personnes sont forcément coupables, mais que la justice fasse son travail. Il y a des années, il y a longtemps peut-être même, où il n'y avait pas à l'époque des scanners pour le Togo dans nos hôpitaux. À l'époque, les journaux avaient dit que le chef de l'État avait acheté 2 véhicules dont l'unité faisait environ 1 milliard. Alors qu'on n'avait pas de scanner dans les hôpitaux. Je me rappelle, l'un de ses proches collaborateurs à l'époque avait répondu à la presse en disant « Vous ne demandez pas quand même que le président de la République roule avec une brouette ». Je crois que si les gens vont dans les archives, parce que cette phrase m'a marqué, eh bien, le chef de l'État peut rouler avec des véhicules de 2 milliards, 2 exemplaires de 2 milliards, mais nous n'avons pas de scanner dans nos hôpitaux. Face à de telles choses, même si vous faites du bien, si le mal est d'une ampleur telle que finalement, et ça devient insupportable, c'est de cela que nous allons parler. Regardez nos universités, l'effectif dans nos universités. Mais les problèmes sont réels et le chef de l'État en est témoin. La question de la CET, si ce que le ministre Ou a dit est vrai, je crois que vous avez suivi lui aussi ses propos sur les réseaux sociaux. Si ce qu'il a dit est vrai, cela voudrait dire que le chef de l'État était conscient de la situation, mais il a préféré privilégier cette minorité qui s'accapare des biens de l'État au détriment de la population. Et vous voulez véritablement que dans ces conditions, l'on puisse se taire, que l'on le soutienne. Ce serait détruire ou bien être complice de la destruction de notre pays. La conclusion de votre message, en réalité, on peut se demander qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui ai dit de choisir le bien. Il sait que 3 mandats, limiter les choses à 3 mandats, c'est le bien pour le pays. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Il en a fait 4. Qu'il cesse. En réalité, c'est faire le bien. Je ne veux pas, je crois que ce reproche m'a été fait de n'avoir pas été direct. Quand je dis que lui-même dit que 3 mandats, c'est nécessaire, il n'a pas dit souhaitable, il est nécessaire. Il en a fait 3. Il a fait un 4e. Il continue maintenant. C'est qu'il a choisi la voie du mal. Revenir au bien, c'est qu'il arrête, qu'il quitte le pouvoir. Est-ce que vous voulez dire tout simplement que vous dites la même chose que l'FDR, l'ANC et les 2 associations Nova International et le Front Citoyen Togo Debout, le CRAC? Je n'ai pas suivi l'ensemble de ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, la plupart des Togolais disent au président de la République, avec bon sens, que ça suffit. Mais il n'est plus président de la République, il n'est plus président de la République, il est le président du Conseil. Président du Conseil, mais il a tous les pouvoirs de toute façon. Donc, président du Conseil pour lui dire que ça suffit. Vous avez fait ce que vous pouviez faire, mais tournons la page. C'est une question de bon sens. Je ne comprends pas que le président du Conseil ne nous comprenne pas. Moi, je ne comprends pas qu'il ne nous comprenne pas. C'est si évident, c'est si logique qu'il doit se dire qu'il est temps. Il est temps qu'il s'en aille. Oui. Il n'est pas l'homme providentiel et qu'on pourrait dire qu'on ne pourrait trouver qu'un seul peut-être après 1000 ans. Non. Avant lui, il y a quelqu'un qui a dirigé. Après lui, d'autres vont diriger. J'ai suivi récemment sur les réseaux sociaux un intervenant ghanéen qui dit que le chef de l'État togolais a été témoin du passage de 4 présidents au Ghana qui se sont succédés alors qu'il était déjà chef de l'État. Quand vous prenez le Bénin, 3, je crois qu'il était là quand Kérékou était là, il était là quand Yahibouni était là, il était là quand Talon était là,
Talon va partir bientôt, mais il n'est pas dans une logique de parti. Qu'est-ce qui constitue la particularité du Togo pour que nous en sommes là? Quand vous écoutez, pour vous, le combat essentiel, c'est le départ de l'actuel président du Conseil. Ce n'est pas moi qui le dis. Cela s'impose. Et ensemble, maintenant, réfléchissons comment on pourrait faire les choses pour son départ, pour que les choses puissent se passer dans une situation de sérénité. Vous voyez, pour que, et après lui aussi, que ce ne soit pas du chaos. Il faut qu'il rende ce service à la nation. Mais ce qui est surprenant en réalité, c'est qu'il y a eu un processus qui a conduit le pays dans une transition qui s'est passée sans difficulté. Et on est rentré aussi sans difficulté dans cette 5e République. Et puis, au début, les toutes premières heures de cette nouvelle République sont marquées par un certain nombre de mouvements et au point qu'un certain nombre de Togolais demandent tout simplement le départ de l'actuel président du Conseil. C'est un peu troublant en réalité. Regardez, quand cette décision avait été prise, il a fait un passage en force. On a voulu manifester, on n'a pas réussi. Quand vous suivez souvent mes interventions, je dis ceci, quand on n'est pas suffisamment nombreux, on va nous étouffer. Mais aujourd'hui, beaucoup de Togolais ont pris conscience de la situation. Et je crois qu'il y a eu d'autres éléments qui sont venus s'ajouter. Non seulement il a fait un passage en force, il continue d'emprisonner les gens pour un oui ou pour un non, et il protège les plus riches, fait augmenter les factures d'électricité. Vous voyez, vous êtes en train de remplir un vase, une seule goutte suffit pour déborder. Et je crois que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Dans 4 minutes, les auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans le débat comme c'est de tradition. Nous allons vous attarder quand même sur certains de vos points que vous avez relevés dans votre lettre ouverte, notamment celui qui concerne le point qui concerne la route nationale numéro 1. Il faut dire que ces dernières semaines, cette route a connu plusieurs accidents. Sans doute que les autorités sont sans doute préoccupées, puisque la réfection de cette route fait partie des prévisions de ces autorités-là. Mais comment expliquer que depuis, ça prend autant de temps? Parce que quand on prend les documents, quand on refait un peu l'histoire de cette route, il n'y a pas très longtemps, beaucoup de choses ont été dites autour. Et visiblement, c'est un peu comme si quand on n'a pas l'argent, on n'a pas la volonté. Qu'est-ce qui fait? J'ai une fois posé cette question à une personne qui avait une fois fait le gouvernement. Il m'a dit que effectivement ils avaient évalué et que le montant était très important, très élevé, et que les investisseurs qui devaient le faire, en tout cas, ils ont mis la barre très haute. Moi, je lui ai dit ceci: si vous ne pourriez goudronner que 50 km par an, commencez-le. Faites les 50 km. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on aura fait 500 km. Au moins, commencez à le faire. Je crois que le président de la République dit que quand on gère mal, on ne peut pas dégager les fonds nécessaires pour le social. C'est pareil pour les investissements. Quand vous laissez les gens détourner, vous ne pouvez pas avoir les moyens nécessaires. Parce que la gestion de l'État, c'est l'affectation des moyens limités aux besoins illimités. C'est ça la réalité. Mais c'est une gestion rigoureuse qui permettrait de régler ces problèmes. Eh bien, est-ce qu'il y a cette gestion rigoureuse au Togo? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette gestion rigoureuse. Et qui peut rendre la gestion rigoureuse? C'est le chef de l'État, en réalité. Parce que tous ceux qui lui sont fidèles, je ne vois pas quelqu'un pouvoir les inquiéter sans que lui-même ne donne son accord. Et quand on est dans une telle situation, et on ne peut que s'adresser à lui. Et je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il semblerait même pour le chef du président, le choix du président de la République actuelle, c'est lui seul qui l'a fait. Le choix du président du Sénat, il semble que c'est lui. Le choix du président de l'Assemblée, qui n'a même pas eu de débat entre eux. Et je l'ai dit dans mon document, les députés auraient voté la Constitution sans avoir lu le contenu. Nous, au moins, nous sommes des opposants, nous avons la liberté de parler. Peut-être que ça nous permet de nous soulager. Mais son entourage, et si tout ce que je dis est vrai, c'est un véritable mépris même pour son entourage. Et je ne comprends pas que cet entourage
continue de le soutenir. Il y a quelque chose que vous avez dit et qui doit faire sourire dans certains milieux quand vous évoquez ou quand vous proposez 50 km de route chaque année, Oui. pour que 10 ans après, on ait les 500 km. Je peux vous rappeler quand même que, par exemple, Lomé-Anéro, c'est 50 km, et la voie qui mène de Lomé-Anéro n'a pas été faite en une année, et que, par exemple, dans la zone de la commune Golfe 1, 14 km de route devait être réalisé, et que depuis 3 ou 4 ans, il y a des difficultés pour boucler cette route-là. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir faire C'est la bonne gouvernance, ça. Si vous vérifiez bien, il est probable que ces moyens aient été détournés à d'autres fins. Il est probable. Je ne peux pas dire avec certitude, mais il est probable qu'il y ait eu une mauvaise gestion et qu'il y ait eu des détournements. Mais si c'est le cas, il faut que ces personnes puissent être inquiétées, normalement. Et qu'un pays ne soit pas en mesure de construire 50 km dans de bonnes conditions, des routes dignes de ce nom, chaque année, ce serait triste. Bien, merci, professeur Olukomi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du PSC. Nous allons permettre maintenant aux auditeurs d'intervenir dans le débat, comme c'est de tradition, sur nos numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Il y a déjà un premier auditeur qui est en ligne, me fait savoir, Boga Koudeyo, le technicien du jour. Allô, bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui. Ah, c'est M. Kolani. Oui, Kolani. Oui, Kolani, bonjour, comment vous allez? Je me porte bien, j'ai salue le professeur et puis beaucoup de courage et puis félicitations. Merci beaucoup, M. Kolani. On peut connaître, mais vous avez changé maintenant le cas. C'est ce qu'on voulait de vous. On vous donne des cours, mais maintenant, il faut dire la vérité. Il faut finir, c'est l'heure du verso. Tout ce que vous avez dit, on vous dit merci. Et nos enfants sont en prison, compte tenu de nos comportements. Nos enfants sont en exil, compte tenu de nos comportements. Quand je dis nos comportements, ça veut dire nous, les politiciens, qui se opposons à ce pouvoir. J'étais avec vous sur la même liste pour le CNT collectif sur le Togo, en 2013, dans le Grand Lomé. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, M. Wondou, vous avez pris le bon chemin. Oubliez vos collègues et avancez. Ceux qui vont vous suivre n'ont qu'à vous suivre. Vous avez maintenant la voix du peuple. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire que de vous encourager. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci pour... Il n'est jamais trop tard de bien faire. Tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Merci pour vous et puis merci pour ce que vous avez dit. Et puis merci à vous, Pierrot, pour tout ce que vous faites pour notre nation. Seigneur de prière. Merci, Kolani, de nous avoir appelé depuis Agoué. Professeur, on va répondre en même temps. Oui, M. Kolani, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas celui à qui vous parlez. Permettez-moi de le dire, même si nous avons été sur la même liste. Heureusement, aujourd'hui, c'est l'heure des réseaux sociaux, etc. Allez sur Internet. Depuis toujours très longtemps, suivez mes positions depuis que je suis entré dans la politique. Vous constaterez que je n'ai jamais changé. Dire que j'ai pris le bon chemin aujourd'hui, je ne sais pas quels sont vos repères. Je n'ai pas pris le bon chemin aujourd'hui. J'ai demeuré fidèle. Je suis demeuré plutôt fidèle dans ma conduite depuis que je suis entré en politique. Merci, M. Kolani. Merci, professeur. Le téléphone pour le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pélé, comment vous allez? Oh, très bien. On vous écoute, Pélé. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Pélé. Ok, merci du courage. Merci beaucoup. Ok. Aujourd'hui, on a lu bon les pieds. Je pense que si vous voyez la classe politique aujourd'hui, c'est comme quelqu'un là qui vous dit, le président Ford, quand il est arrivé en 2005, sa stratégie, c'est de faire disparaître tous les partis politiques et d'enlever ce qu'on appelle la démocratie, la politique, les élections dans la tête des Congolais. On a l'impression qu'en 2024, au cours de ces élections, il a réussi comme Paris. Voilà en face de lui des gens que le FPI appelle les délivrés, c'est-à-dire les tiktokers, les blogueurs qui sont en face de lui maintenant. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces Congolais qui disent qu'il faut négocier? Maintenant, si le président Ford va négocier, il va négocier avec les tiktokers ou bien il va négocier avec les partis politiques comme deuxième préoccupation,
nous voyons actuellement sur le terrain 4 dates. Il y a le 26, il y a le 26, 27, 28, et aussi il y a le 23. Vous êtes de quel côté? Merci. Bien, merci Pelé pour les deux questions, professeur. L'éventualité des discussions, ça se ferait avec qui, éventuellement? Je vous le dis ouvertement, relativement à ces mouvements qui sont actuellement en cours, nous ne les condamnons pas, mais nous n'en sommes pas initiateurs. Ok. Comme je vous le disais, en tant que formation politique, si nous devons agir, on est tenu d'agir dans une certaine logique. Les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, etc., n'ont pas les mêmes contraintes que les formations politiques. Mais si le président de la République, excusez-moi, s'il doit y avoir discussion, vous pensez que les TikTokers seuls représentent tous les Togolais, ou vous pensez que les partis politiques vont représenter également tous les Togolais? Et s'il doit y avoir une discussion, je crois qu'il faudrait mettre ensemble un certain nombre de personnes qui peuvent être considérées comme, si vous voulez, représentatifs de la population. Si les TikTokers sont représentés, si vous les appelez comme tels, moi je suppose que ce sont des Togolais qui peut-être vont plus loin parce qu'ils sont montés sur les épaules des uns et des autres. Mais vous ne pouvez pas penser que les formations politiques n'ont servi à rien. Toute la lutte que les formations politiques ont eu à mener avec des difficultés que les citoyens souvent ignorent en réalité. Si vous connaissiez nos difficultés, les problèmes auxquels nous sommes souvent confrontés, les formations politiques constituent un ensemble. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les influenceurs, constituent aussi un ensemble représentatif de la population. Nos chefs traditionnels, plus ou moins, qui sont aussi accusés, eh bien, à juste titre, les religieux, la jeunesse, les étudiants, les syndicats, peut-être faire un ensemble de sorte qu'on puisse construire quelque chose qui soit représentatif du pays. Et écoutez, parfois il m'arrive de dire pourquoi je suis entré en politique. Parce que la charge pour moi est trop lourde. Et je réponds parfois en me disant, si tu ne le fais pas, qui le ferait? Mais s'il y en a aujourd'hui qui sont en mesure de nous permettre de régler le problème et que je retourne dans mon coin pour m'occuper de moi, de mes problèmes, je crois que je ne dirais pas non. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu de la fiction là, puisque on parle de discussion, ceux qui sont des initiateurs des derniers mouvements, eux ne parlent même pas de discussion, et qu'en réalité sur le terrain au Togo, ils se préparent des élections. Donc quand on parle de discussion, on peut se demander, il s'agit de quelle discussion? Mais c'est vrai que ce n'est pas vous qui êtes l'initiateur de la question, c'est Pelé, mais on peut aussi se poser cette question. Oui, en réalité, si nous étions dans un pays qui se respecte, avec ces mouvements, ce mécontentement général, le chef de l'État aurait pu se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais sa sortie juste après la manifestation semblait dire que le chien aboie, la caravane passe. C'est un non-événement en réalité. Pour le chef de l'État, c'est un non-événement à s'en tenir à sa réaction. Et dans ces conditions, on peut se demander, est-ce qu'une discussion est envisageable? Mais si une discussion n'est pas envisageable, c'est parce que peut-être la contestation n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut dans un pays donné. Lorsque la contestation atteint un certain niveau, forcément ça change. Je me rappelle, si ce n'était pas en Pologne, où un jour il y a eu une manifestation, il y a quelques années, monstre, et le président avait dit, je peux lutter contre mon opposition, mais je ne peux pas lutter contre le peuple. Il a rendu le tablier, il a démissionné de lui-même en disant, je ne peux pas lutter contre le peuple. La deuxième partie de la question de Pelé, c'est qu'il a lancé un certain nombre de mouvements ou d'appels à manifester. Il y a l'appel des blogueurs à partir du 26. Et puis, cette semaine, on a aussi eu l'appel des partis politiques ANC et FDR, en plus des deux associations. Le Front Citoyen Togo Debout et puis Nova International. Pelé veut savoir de quel côté vous êtes. Je ne suis pas d'un côté en réalité.
C'est une action unitaire qui serait souhaitable pour mettre davantage de pression pour obtenir nos résultats. Et nous n'avons rien gagné pour que les uns commencent à se demander la paternité de la victoire. Il n'y a aucune victoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir comment faire converger les actions pour que nous puissions obtenir un résultat, pour que les dirigeants prennent au sérieux la mobilisation qu'il y a aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais je crois qu'il est souhaitable que des actions unitaires se fassent aujourd'hui pour que nous puissions avancer. Le téléphone, allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, vous avez un poste de récepteur à côté, n'est-ce pas? Excusez-moi beaucoup. C'est Basile, hein? Oui, Basile, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Salut, professeur Olo. Bonjour Basile. Bon, tout ce que je dois dire, c'est tout ça là que vous avez dit. Bon, maintenant, pour l'action unitaire dont vous venez de chuter, je ne sais pas, parmi vous, celui qui n'est pas pour l'action unitaire, juste depuis là, vous n'avez pas pu identifier celui qui n'est pas pour l'action unitaire. Ça veut dire qu'il est avec vous, il est avec les autres. Vous n'avez pas pu identifier ça jusqu'à présent. C'est la première question. La fois passée, on était là, on pensait qu'ils nous ont amené un simulacre de 5e République de changement de conditions. On pensait que les Togolais doivent avoir en fait gain de cause. À notre grand étonnement, c'est le prix de l'électricité qu'on a augmenté. Et tout a pris. Ça veut dire les meuniers, un peu partout, les coiffeurs, les coiffeuses, partout, tout a pris. Mais lui, il revient, il dit qu'il a renoncé. Mais est-ce qu'il a vu si ceux-là qui l'ont accompagné ont renoncé? Non. Mais lui, au fait, c'est ça qu'il veut. Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Mais le président du conseil des ministres là, non mais en fait, c'est lui. Qui a augmenté? C'est lui. Le président de tout cas, on a dit que c'est pour inaugurer les chrysanthèmes. Donc on ne va pas, personne ne va venir sur les médias parler de ce président. Moi j'ai du respect pour lui. Je le connaissais. Voilà. Mais moi, honnêtement, je n'ai pas compris la question. Mais la question, on sait que c'est le président du conseil des ministres de la PPM là, c'est lui qui est contre le bonheur du peuple togolais parce que quand le ministre Iwo avait dit que comment le peuple va partir à 4 millions de factures pour les ministres et jeter dans la misère, c'est le président qui s'est levé premièrement, celui de la première ministre et d'autres ministres, pasteurs, tout ça là, qui sont partis. Pourquoi il peut parler comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais par la suite, qui a pris la décision de suspendre ou de mettre un terme à la pratique? Même quand il va suspendre, les meuniers, tout ça là, ne vont pas suspendre. Ok, Basile, on a compris. Basile, vous avez monopolisé la parole, c'est bon. Si c'est bon, Basile, s'il vous plaît. Voilà, donc je crois que, si je comprends bien, quand bien même ils sont revenus sur leur décision d'augmenter les frais d'électricité, les meuniers, eux, ne vont pas suivre. Cela veut dire que la population va de toute façon subir ses conséquences. Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire, en définitive. Oui, si tel est le cas, je crois qu'il a raison. Il a raison. Mais est-ce qu'on peut dire, comme il a dit là, que l'ancien président de la République, le président du Conseil, qu'il est contre le bonheur des Togolais? Est-ce qu'on peut le dire vous voyez, de cette façon-là? Peut-être que chacun choisit ses mots, en quelque sorte. Chacun choisit ses mots. Mais lorsque vous constatez le contexte togolais, et il est revenu sur ces questions de facture d'électricité,
Si ces événements sont établis et ne ramènent pas à la raison ses collaborateurs, puisque depuis longtemps, ils auraient dû payer leurs factures, ils ne l'ont pas fait. Et c'est sur les citoyens qu'on est en train de répercuter les choses. Et vu le contexte de misère actuelle, est-ce que vraiment, on peut dire sérieusement que le chef de l'État cherche le mieux-être d'un grand nombre de populations, d'un grand nombre de citoyens? Et je crois que c'est ce qu'il est en train de dire, qu'on ne peut pas dire qu'il cherche le bonheur. On dirait qu'il protège la minorité. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en ligne. La première partie de sa question, quand vous évoquez l'action des blogueurs, ou non, plutôt des influenceurs, combinée avec l'action des partis politiques, vous évoquez l'éventualité d'une action unitaire. Comment ça peut se faire? Je crois que les formations politiques ont eu à travailler dans le temps. Et je vous le dis, s'il s'agit de travailler véritablement dans la légalité totale, le régime a tout fait pour qu'un travail dans la légalité ne puisse pas prospérer. Ce sont les blogueurs, finalement, qui lancent les manifestations. Si leur voix peut être mieux entendue que celle des formations politiques, pourquoi ne pas les suivre? Et je crois qu'ils ne lancent pas ça aux formations politiques, ils lancent ça à tous les Togolais. Et tout Togolais qui se sent concerné. Et je crois que c'est le cadre même maintenant qui est propice, parce que de plus en plus, les Togolais se rendent compte vraiment de la gravité de la situation. Si vous vous rappelez, j'avais dit que nos solutions de manifester, c'est comme si on traitait un mal avec un produit adéquat, mais la dose est trop faible. Si la dose est faible, vous n'aurez pas les résultats. Mais si les Togolais, dans leur ensemble, disent aujourd'hui, ça va, ça suffit, et qu'on n'a pas 300 000 personnes, on a 400 000, 500 000, 1 million de personnes sur une semaine, peut-être que ça ferait réfléchir. Mais il y a au Togo, en 2017 et avant, en 2012, des centaines, des milliers de Togolais dans les rues selon les chiffres des organisateurs. Et effectivement, peut-être, comme je le dis, c'est à l'époque, je disais que ce qu'on n'a pas atteint véritablement, le seuil nécessaire. Imaginez qu'on fasse ça sur l'ensemble du territoire pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il n'y aura même plus de répression parce que les militaires seraient même plus capables de le faire. Ils seraient même plus capables de le faire. Et on le ferait dans une ambiance bon enfant et le chef de l'État comprendrait que ça suffit. On parlait du chef de l'État tout le temps. Oh, vous avez du mal à entrer dans la 5e République et à avoir les bonnes pratiques. Le président du Conseil, c'est Faure Gnassingbé, et puis le président de la République, c'est Sanvi Djotobé. Oui, si je le fais de façon très réfléchie, puisque il est dit que nous sommes dans la 5e République et que ce sont ces lois qui s'appliquent, je le dis comme ça, 5e président du Conseil, mais s'il faut que je travaille de façon spontanée, vous voyez que je ne digère pas vraiment cette situation. C'est de l'arnaque sur le plan politique. Et vous avez vu mes positions quand cette constitution avait été votée. Et donc, vous voyez, le réflexe naturel revient, ce qui fait que j'ai du mal à prononcer président du Conseil. Mais quand il faut réfléchir pour le faire, vous avez vu dans mon intervention, je parlais du président du Conseil. Voilà. Le téléphone. Allô? Allô, Pierrot. Bonjour. Bonjour. Ça va, monsieur? Joshua. Oui, on vous écoute. J'ai beaucoup de questions pour le professeur. Mais posez 2 questions, posez 2 questions, s'il vous plaît. 2 questions. Ok, merci beaucoup. Donc là, 2 questions, c'est, je vais commencer par si un jour, lui aussi est dans l'opposition, il veut manifester, et puis on leur fait ça, est-ce qu'ils seront contents? Deuxième point, si aujourd'hui les gens tapent les faux manifestants qui veulent le bonheur de ce pays, il peut taper quelqu'un qui va dire que ça ne fait rien. Or, les policiers, ce sont nos frères, nos maris, nos conjoints qui sont dans le même quartier que nous. Un jour, s'ils tapent quelqu'un, et ce quelqu'un refuse de se laisser faire, vous voyez là où ça va nous amener. Donc, c'est ça que je vais demander au professeur. Quelle loi autorise la torture dans ce pays? Merci beaucoup. Bien, merci. C'est clair que la torture est condamnée par tous les instruments internationaux. Au Togo, je ne pense pas qu'il y a une loi qui autorise la torture, mais peut-être que le professeur qui est enseignant à l'université
de Lomé. Vous avez déjà donné la réponse, mais je vous recommande d'aller sur YouTube. Mettez le professeur Woulou s'adressant aux forces de sécurité. Vous trouverez des vidéos là-bas qui datent de 2017, où j'ai évoqué même les textes applicables, où je leur dis qu'ils ont le devoir de désobéir lorsqu'on leur donne des instructions qui consistent à violer les droits de l'homme. Parce que c'est notre constitution qui leur permet de désobéir lorsqu'on leur demande de torturer les gens. Et la constitution ajoute également que s'ils torturent sur instruction, et celui qui a torturé et celui qui a donné les instructions sont coupables devant la loi. Je vais peut-être refaire sortir ces vidéos et les mettre encore en circulation, où je parlais strictement aux forces de sécurité. Je leur disais à l'époque que nous, civils, le médecin qui veut soigner, ou bien la sage-femme qui veut aider une femme à accoucher, ne regarde pas s'il s'agit d'une femme de militaire ou d'un civil. L'enseignant qui enseigne ne fait pas une distinction entre les civils, l'enfant des civils et l'enfant des militaires. Pourquoi est-ce que les militaires vont se dresser contre nous? Pourquoi est-ce qu'ils deviendront l'instrument des tortures? Donc, je vous recommande cette vidéo et vous verrez que j'avais déjà en 2017 dit tous ces éléments. Quand on parle de torture, un certain nombre de témoignages font état, notamment de violences perpétrées sur des manifestants du 6 juin. Et il y a eu des réactions d'un peu partout, notamment l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, en partenariat avec la Fédération internationale des droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture. Ces structures-là demandent la libération sans condition des 3 manifestants détenus, mais demandent également une enquête approfondie et impartiale. Et sur leur réaction, quelle est votre lecture? Mais c'est tout à fait normal, leur réaction. Et je demande également à ceux qui ont été torturés de ne pas avoir peur. Saisissez la justice avec constitution de partie civile. Si aujourd'hui ce n'est pas jugé, tôt ou tard ce sera jugé. Et ceux qui ont exécuté, ou bien ceux qui sont les auteurs de ces tortures, peut-être qu'ils seront poursuivis au moment où ils seront à la retraite. Peut-être ce serait trop tard, pas trop tard, ce serait tardivement, mais ils répondront un jour. C'est pour cette raison que même si vous pensez que la justice ne fera rien, saisissez la justice, il faut constituer partie civile. C'est fondamental. Et ceux-là qu'ils comprennent que tant que vous êtes en vie et que vous n'êtes pas mort, il y a cette menace qu'un jour, on pourrait vous rattraper et vous serez sanctionné. On ne peut pas parler de prescription parce que véritablement, le régime en place actuellement a pu bloquer les poursuites nécessaires. Quand cet obstacle serait levé, eh bien, le délai de prescription pourrait commencer. Et je crois que ceux qui font ces tortures-là, l'essentiel, c'est que nous puissions avoir des éléments de preuve. Tôt ou tard, ils doivent répondre de leurs actions. Allô? C'est M. Kolani qui revient. Oui, allô? Monsieur Wolo, si nous disons que vous avez pris le bon chemin aujourd'hui, vous êtes l'œuvre de cette 5e République. Le 22 février 2020, vous avez vu le taux de participation des Congolais pour les élections présidentielles. Vous êtes les premiers à starter cette dynamique pour créer cette CNCNA. Et vous n'avez pas demandé la vérité des yeux pour le peuple congolais. Les gens étaient en prison, vous n'avez même pas demandé. C'est à partir du CPC qu'est né le 5e République. Et vous étiez là-bas. Ce qui permet sur le plan international, je ne sais même pas si actuellement vous allez aux élections. Et si vous êtes candidat aux élections, là, vous accompagnez toujours le pouvoir en place. Or, le peuple congolais, dans un sondage bien dit, le peuple congolais ne se retrouve plus dans ses dirigeants, ni dans les partis politiques, voire dans les élections. Mais vous continuez. C'est ce que je dis ici aujourd'hui. On vous dit que c'est vaut mieux casser jamais, c'est dans ce sens. Mais Monsieur Kolani, oui, mais la 5e République est vraiment née au CPC? Oui, c'est au CPC. C'est sûr que c'est la dynamique. Et ils sont partis. C'est au CPC qui est né. C'est l'origine de la... Vous pensez que nous sommes naïfs dans la politique congolaise? On va... Ok, on va écouter. Monsieur Kolani. En 2013, il y a une plateforme qui s'appelle CSP. Tout était dedans. C'est noté, Kolani, pour ce rappel historique. S'il vous plaît, c'est noté. La 5e République est née
au CPC. En fait, moi, je ne le savais pas. Et vous étiez au CPC. C'est ça la lecture du problème. J'ai dit qu'il n'y a eu aucune discussion à ce niveau. Nous n'étions même pas informés. Et que si le régime respectait même les partis de l'opposition, on se serait retrouvé là-bas. Il revient sur la situation de 2020. Monsieur Kolani, vous parlez des choses que vous ne savez pas et arrêtez de diffamer les gens. Moi, j'ai rencontré, paix à son âme, Feu Agbouyoumé. J'étais chez lui. Mais est-ce que vous pensez que c'est venu chez moi? S'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est encore important en 2020? Mais finalement, je ne sais pas pourquoi ce retour à cette date, ils sont plusieurs de façon systématique. Mais comment comprendre cela justement? Parce que mais je ne les comprends pas. On parle des choses pour qu'on puisse avancer, mais malheureusement, ils s'accrochent à des situations que je ne comprends pas. C'est pour désigner des boucs émissaires. En réalité, ils veulent des coupables pour parler de ce qui s'est passé en 2020. Faites bien votre diagnostic, M. Kolani. Si vous voulez, on peut se retrouver à deux. Je ne crois pas que ce débat soit intéressant pour le peuple togolais à l'heure actuelle. Vous cherchez des coupables, vous cherchez des boucs émissaires sur des éléments parfois dont vous ignorez les composants. Dire que c'est le CPC qui a créé la 5e République. Vous avez vu mes réactions lorsqu'ils ont voté cette constitution. Vous avez suivi. Je ne crois pas que vous soyez autant engagé que moi. Arrêtez de diffamer. Bien, merci. On va se calmer. On va retourner au téléphone pour la suite de cette émission que nous avons commencée, que nous terminerons sans doute dans une vingtaine de minutes avec les réactions des auditeurs. Maintenant, le téléphone. Allô, bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé. Oui, professeur, je pense que souvent, on dit dans notre langue, au roi, nous dit d'ailleurs, c'est une ancienne force pour toute langue. Au Togo, on a l'impression que l'histoire se répète. C'est ça que le pouvoir peut tenir du fabrique civil. Si des gens parlent sur des élections de janvier 2020, il y a des gens qui parlent aussi des élections de 2005. Il y a des gens qui parlent des élections de 2010. Et même avoir le 13 janvier 1963. C'est-à-dire, le FPU ne veut jamais libérer ce pays. Prenons le cas des élections en cours dont vous participez. Vous êtes membre à la CENI en tant qu'extra-parlementaire. Vous organisez les élections à ou bien une société qui est à l'Assemblée nationale, que le peuple a élu, mais qui n'a pas son membre à la CENI. Et la CENI organise les élections pour celui qui a été élu par le peuple. Et vous qui n'étiez pas élu, vous organisez les élections pour celui qui a été élu. Quand vous trouvez une société comme ça, je pense que c'est un combat qui ne se dit pas son nom. C'est pour cela qu'il faut rappeler des choses au peuple togolais pour qu'ils comprennent, pour qu'ils s'en le question. Ok, oui, s'il vous plaît. Il ne faut pas monopoliser la parole aussi, Pelé. Votre question, c'est laquelle? Non, la question est là. Par rapport à la CENI actuelle, là, est-ce que la CENI actuelle là, a la capacité, a la légalité, légitimité d'organiser... Ok, c'est noté, Pelé. Je crois les critères pour qu'on soit membre de CENI, il y en a qui sont partis parlementaires, les partis non parlementaires. Parmi les partis parlementaires, il y a les partis, la majorité, et ceux qui ne sont pas non plus de la majorité. Ce sont ces critères. Et M. Pelé, en vertu de ces critères, il est possible qu'une personne qui ne soit pas à l'Assemblée nationale soit membre de la CENI. Ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Et je crois que demeurons dans la mesure, faisons nos analyses et avec discernement pour éviter vraiment de dévier de la bonne voie, de nous accuser les uns les autres. Ce n'est pas moi qui élis les membres de la CENI, et au niveau de loi, c'est dit que certains peuvent, disons qu'une partie vient de l'opposition non parlementaire. Et si vous voulez parler du PSR qui est représenté à la CENI, le PSR est un
parti d'opposition non parlementaire. Et la loi le permet. Merci. Je rappelle aux auditeurs les numéros, puisque certains me demandent les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Après Pelé, un autre auditeur, allô? Allô? Alors, oui. Bonjour, monsieur Claro, Bon. monsieur Agbolosou. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Merci beaucoup pour l'intervention de monsieur Oudou. Moi, j'ai une préoccupation que j'aimerais faire au professeur, c'est que le moment où on a adopté la nouvelle constitution de la 5e République, j'ai eu à discuter avec certains petits frères, certains Togolais qui faisaient les instituts de droit, qui allaient aux universités de droit, et ils m'ont répondu que quand ils ont voulu aborder le sujet du changement de constitution, leurs professeurs, leurs directeurs leur ont interdit que ce n'est pas à leur niveau. C'est une réponse qui m'a intrigué beaucoup, parce que on dit la jeunesse est l'avenir d'une nation. Dans les institutions de droit, là où on forme les futurs cadres, un problème de droit, un problème de droit fondamental de notre pays survient et on interdit maintenant aux élèves d'en parler ou bien de s'initier là-dedans. Maintenant, quel est ce qu'ils sont en train d'apprendre pour transmettre à demain? C'est un peu déplorable pour notre pays en ce sens. Donc, j'aimerais que le professeur Oulou nous parle un peu de comment ils ont abordé cette question avec les étudiants, ceux qui sont dans le système de droit. Secondo, nous sommes dans une lutte de libération. Le peuple togolais veut quelque chose. Dans ce sens, il y a certains partis politiques qui s'alignent aux côtés du peuple pragmatiquement. Il y a eu des déclarations la dernière fois de l'ANC, de FDR et de certaines autres sociétés civiles qui appellent à la désobéissance civile dès le 23 qui est constitutionnelle. En tant qu'acteurs politiques de la scène, comment ils reçoivent ce message? Merci beaucoup. Bien, merci. Cette question avait été déjà posée. Peut-être qu'il va rappeler ce qu'il a dit. D'accord. Parlons d'abord de l'adoption de la Constitution, comment cela a été vécu à l'université. Et je vais dire clairement que moi, je suis professeur d'université, professeur de droit privé. De sorte que les questions de la Constitution, normalement, ne relèvent pas des matières que j'enseigne. Et lorsque je suis dans l'amphi, je parle de moi, il y a des questions, quand je les aborde, ça devient plutôt une question politique, puisque ce n'est pas dans la matière que j'enseigne. Si j'enseignais le droit constitutionnel, j'aborderais cette question de façon claire lors de mon cours. Si certains ont eu à poser ce problème, peut-être que c'est face à ceux qui enseignent la matière. Je n'enseigne pas la matière. Mais dans l'amphi, j'évite souvent de parler des problèmes qui sont d'ordre strictement politique. Pourquoi? Parce que je suis dans une situation d'ascendance. Ce sont mes apprenants. Et je dis, moi j'ai d'autres occasions d'aborder ces questions. Je suis sur les antennes ici, je les aborde. Si dans l'amphi, avec l'autorité que j'ai, je retire la parole à qui je veux, ce serait un débat déséquilibré. Et c'est pour cette raison que, s'agissant des problèmes vraiment politiques, je n'aime pas trop l'aborder avec les étudiants dans l'amphi. Je suppose qu'ils ont leurs opinions, mais je suis en mesure de leur dire, taisez-vous, ils sont obligés de se taire. Bon, maintenant, et si c'était ma matière, je l'aurais. Mais vous avez vu comment j'ai abordé cette question ouvertement en dehors de l'amphi. Et je crois que nos étudiants ont besoin de connaître. Et ceux qui enseignent ces matières doivent être en mesure de pouvoir leur expliquer comment on a pu faire de pareilles choses en violation véritablement de notre Constitution. Pour moi, c'est une violation de notre Constitution. Maintenant, et relativement aux déclarations qui ont été faites, je l'ai dit, j'aurais souhaité une action unitaire, et la déclaration qui a été faite est véritablement conforme, effectivement, on pourrait dire, à notre Constitution, mais peut-être c'est une question d'opportunité, je n'en sais rien.
ou les autres, certains peuvent estimer que, écoutez, est-ce qu'il n'est pas souhaitable, vu le contexte actuel, qu'on aille vers 27-28, mais vous ne pourriez pas interdire à des formations politiques de faire leur analyse et de prendre leur position. Mais c'était pas carrément de récupération politique. Je n'en sais rien. Moi, je dis simplement qu'une action unitaire est peut-être souhaitable. Vous êtes acteur politique. Est-ce que vous êtes gêné par ce qui se passe? Est-ce que les influenceurs vous font de l'ombre? Mais j'ai souvent dit ici que si d'autres personnes peuvent faire autrement pour que les choses avancent, pourquoi pas? Et j'ai dit, ceux qui le font aujourd'hui, peut-être qu'ils sont montés sur les épaules de ceux qui ont travaillé par le passé et ils iront plus en avant pour qu'on puisse aboutir à un résultat. Si les formations politiques doivent pouvoir organiser ces choses, nous sommes obligés de le faire dans le respect de certaines lois, ces lois même qui tuent les libertés. Si c'était les formations politiques, vous verrez qu'ils auront encerclé les maisons des responsables, ils auraient pu arrêter certains, les mettre rapidement en prison. Maintenant, c'est devenu un mouvement populaire. Je constate que c'est devenu un mouvement populaire qui n'exclut pas les formations politiques. Et donc, moi, je ne suis pas, je ne me sens pas concurrencé par les influenceurs. Si c'est par eux que nous pourrons permettre un changement, pourquoi pas? Et peut-être s'il n'y avait pas des formations politiques qui ont essayé de faire de leur mieux pendant un certain temps, peut-être que nous serons encore dans une situation plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Je ne me sens pas concurrencé par eux. C'est en toute liberté. Si quelqu'un peut permettre que les choses changent dans notre pays, peut-être que je prendrai aussi ma retraite politique, je m'occuperai de moi-même. Est-ce que vous mesurez un peu les répercussions qu'il peut y avoir sur les prochaines élections? Est-ce que ces élections-là ne seront pas impactées dans une certaine mesure par les événements qui se passent dans notre pays? C'est probable, fort probable. Regardez, tout dépend des circonstances. Il y a quelques semaines, on n'aurait pas pensé que beaucoup de Togolais se sentiraient ainsi concernés par le problème, nos problèmes. Pendant un certain temps, j'étais dans une situation vraiment de désespoir parce que j'avais l'impression qu'il y avait une indifférence généralisée. Et c'est cette indifférence véritablement qui déplaît. Et vous voyez, peut-être que je vous renvoie encore. Il y a 9 mois, j'avais fait une déclaration sur les réseaux sociaux. Il y a 9 mois, je peux faire sortir cela également, en disant que, 1, personne ne le fera à notre place. 2, qu'on sache que plus nous serons nombreux, plus nous mettrons fin à ce système. Et j'ai énuméré un certain nombre d'actions que nous devrons en réalité, comment faire pour que les choses avancent. Et si nous pensons que ça viendra de l'étranger, il faut oublier cela. Et je disais à la jeunesse de faire son devoir. Eh bien, écoutez, je ne peux dans ces conditions que me réjouir que des gens comprennent que nous devons être maintenant plus nombreux. Et c'est en étant nombreux que le régime finira par nous écouter pour que nous puissions avancer. Les appels qui sont lancés ces derniers temps viennent justement de l'étranger et on lit sur les réseaux sociaux qu'en réalité il s'agirait d'un complot ou dit depuis l'étranger pour déstabiliser le Togo. Je ne sais pas quelle lecture vous faites de cette approche qu'on lit également sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ce n'est pas pour moi une question de déstabilisation. Quand vous êtes avec des dirigeants qui refusent de respecter les droits fondamentaux, qui refusent de respecter la liberté du peuple, qui ne veulent pas entendre ce que dit le peuple, et bien évidemment, est-ce que les faits allégués sont faux en réalité? Si les faits ne sont pas faux, au lieu de nous dire qu'il s'agit d'un complot international, disons-nous qu'est-ce que nous avons fait pour rendre possible cette situation aujourd'hui que tout le monde vit mal. Si le régime ne s'était pas comporté comme il a eu à le faire jusqu'à présent, probablement qu'on n'en serait pas là. Et ce n'est pas notre souhait qu'on en arrive à cette situation. Malheureusement, c'est le régime qui a préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le régime qui a préparé cela. Et donc, nous ne cherchons la perte de personne. C'est que nous puissions construire un pays qui nous permette de vivre ensemble. Et si les Togolais de l'étranger peuvent lancer ces appels et que les gens puissent se mobiliser, écoutez, moi je n'ai rien à leur dire. Et je sais que si cela a été fait peut-être par certains qui sont sur le territoire, peut-être que ces personnes se retrouveraient aujourd'hui en prison.
Et ce que nous ne pouvons pas faire de l'intérieur, peut-être d'autres le font de l'étranger. Et ce n'est pas, je ne suis pas initiateur de l'action, bien évidemment. Je ne peux pas revendiquer la paternité d'une situation alors que je n'ai pas ce mérite. Mais il faut que le régime réfléchisse pour se demander qu'est-ce qui rend possible aujourd'hui ces actions-là et qu'on fasse autrement les choses. Mais quelles doivent être les attitudes, notamment de ceux qui incarnent le pouvoir, face à tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, notamment sur les réseaux sociaux? Mais ils doivent se rendre compte qu'il y a la colère du peuple aujourd'hui. Que faut-il faire pour désamorcer cela? Et à eux de réfléchir. Mais chercher à gagner du temps pour rester au pouvoir n'est pas une solution. Il faut qu'ils écartent totalement cette solution de pouvoir gagner du temps pour rester au pouvoir. S'ils comprennent cela, ils se demanderont comment préparer cette transition, que faire pour mieux organiser l'après-pouvoir. Je crois que ce sont des questions auxquelles ils doivent répondre. Et si c'est dans cette démarche qu'ils engagent des discussions, pourquoi pas? Mais chercher à gagner du temps ou bien chercher à torturer pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est plus une solution aujourd'hui. Il y a une question importante qui est posée sans doute à tous les partis politiques actuellement là, puisqu'il y a certains qui préparent les candidats à descendre bientôt sur le terrain pour la campagne électorale. Je ne sais pas la situation PSR. Oui, je vous disais qu'il y a quelques semaines, on n'avait pas vécu cette situation. Et à l'époque, face à cette indifférence, faut-il dire que vous n'allez pas aux élections municipales, sachant que pour ces élections, ou bien dans certaines mairies, l'opposition dirige certaines mairies, et parfois ce sont, je ne vais pas dire des avantages, c'est une protection également parfois pour les citoyens. Est-ce qu'il fallait dire nous n'y allons pas, sachant ce climat d'indifférence générale? Et si vous n'y allez pas, le chien aboie, la caravane passe, ils iront. Mais si le peuple togolais, plus de gens sont aujourd'hui déterminés pour dire nous ne sommes plus seuls et qu'il faut aller ensemble, on verra d'ici là quelle serait la solution. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que c'est un dilemme pour vous, que c'est une question très difficile? Je ne peux pas vous mentir, cette semaine, j'ai posé cette question à plusieurs des responsables du parti en leur disant, vu les éléments qui changent aujourd'hui, est-ce que ces élections encore sont opportunes? Je me suis posé cette question, j'ai posé la question à certains d'entre eux, mais on ne s'est pas retrouvé pour en discuter. Je veux être sincère, j'ai envoyé ces questions à plusieurs sans qu'on se retrouve pour discuter, parce que le contexte en quelques jours a radicalement changé. Face à l'indifférence d'un grand nombre, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les gens sont intéressés. Mais si les gens sont indifférents et vous laissez le terrain, eh bien, le régime prend tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais s'il n'y a pas d'indifférence, on se dit, il est probable que nous fassions autrement les choses. Et donc, que nous sortions de nos indifférences et le Togo se portera mieux. Il nous reste un peu plus de 2 minutes pour dire un ou deux mots de comment le monde se porte, parce que avec ce qui se passe au Proche-Orient, certains estiment que le monde est proche d'une très grande guerre, notamment la 3e guerre mondiale. Et vous, en tant que professeur d'université, est-ce que vous avez le sentiment que le monde est de plus en plus en insécurité? Je crois que ce n'est pas avec ce qui se passe simplement entre l'Iran et Israël, mais depuis que la guerre Ukraine-Russie a commencé, et j'étais un peu dans cette inquiétude. Le monde va totalement à la dérive. Et quand vous regardez parfois, maintenant on dirait partout que c'est la raison du plus fort. Et ça, si ça continue comme ça, je crois que c'est véritablement un danger. Un danger. Il suffit de rien du tout pour que la situation puisse aller dans tous les sens. C'est un danger et les dirigeants doivent se ressaisir rapidement. Je crois que c'est fondamental pour nous. On doit s'en inquiéter? On doit s'en inquiéter. Véritablement. Voilà. Il y a aussi un fait, aujourd'hui, on va terminer l'émission là, comme voilà, ça, dans la bonne humeur, et c'est la fête des pères aujourd'hui. Et comme de tradition, la fête des pères n'a pas les mêmes éclats que la fête des mères. Je ne sais pas si vous faites le même constat. Oui, c'est vrai. Et vous voyez, la complicité souvent par rapport aux mères est peut-être plus importante.
Ce sont elles qui portent les enfants pendant 9 mois et la fête des mères est plus valorisée. Mais on ne va quand même pas l'oublier, les pères aussi font beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et c'est l'occasion de dire bonne fête à tous les pères également. Je crois que les pères aussi font beaucoup de sacrifices et nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Ils se sont sacrifiés sans doute pour mener à bien la nouvelle année scolaire qui est en train de s'achever. Les résultats sont en train de tomber et d'autres examens sont en vue. Un mot pour ceux qui ont pu réussir et ceux qui se préparent à aller aux prochains examens. Félicitations pour les uns. Et pour ceux qui se préparent, il faut leur souhaiter bonne chance. Et ceux qui n'ont pas pu réussir, et leur dire que rien n'est perdu en réalité. Et vous savez, on peut échouer dans la vie. L'essentiel, c'est de ne pas rester sur un échec. Il faut se ressaisir, travailler davantage pour l'année suivante et surtout ne pas considérer qu'on est un doublon. Parce que c'est ça aussi un piège. Lorsqu'on reprend une classe et on se dit qu'on est un doublon, et non, je comprends déjà ceci, je comprends déjà cela, vous vous apprêtez à un nouvel échec. Donc, il faut qu'ils reprennent du courage à la rentrée, qu'ils bossent sérieusement et que le Seigneur les aide. Merci d'être venu, professeur Oulu Komi. Vous êtes enseignant des universités du Togo et puis secrétaire général du PSR. L'émission, elle s'achève. Merci à Boga Koudou pour la mise en onde technique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à Lomé, en Afrique et partout dans le monde. Je m'appelle Pierre Watiobé. Au revoir.